Donc je remercie nos intervenants. Je vais commencer honneur aux dames par Sandrine Leclerc, donc rédactrice en chef de France 3, Mouzin. Bonsoir. 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 Sébastien Péchou, dans l'ordre d'arrivée, voilà, qui est journaliste radio à la tête du groupement des radios associatives libres, donc du Graal. Mon rédacteur en chef donc, du Populaire, Pascal Ratineau. Rebonsoir. Du coup. Et Jean-Michel Descroix, qui est directeur de France Bleu Limousin. Bonsoir. Et nous allons renvoyer le retardataire par derrière. Donc ce soir, nous abordons un thème un peu particulier et d'actualité. Pourquoi ce thème-là? Puisque depuis quelque temps, et il nous a semblé intéressant de revenir sur un mouvement qui nous a un peu perturbé et interrogé, à savoir celui des Gilets jaunes, qui a été une remise en cause des politiques, de la politique et par ricochet aussi des journalistes. Alors on va s'interroger, pourquoi, réfléchir ensemble, et puis vous êtes les bienvenus, vous allez me poser également des questions. Donc je vais faire un petit tour de table pour que chacun puisse parler un petit peu de son parcours, puisque journaliste, ça recoupe quand même plusieurs métiers, et donc on a à peu près tous les journalistes représentés, ça tombe bien. Donc Sandrine? Oui, donc je m'occupe donc de la rédaction de France 3 Limousin. Ça comprend 54 journalistes répartis sur l'ensemble du territoire, à savoir la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Sachant que c'est à Limoges où il y a le plus de journalistes. Nous avons 2 éditions que j'espère que vous regardez le midi et le soir, donc 19h. Et également tout le flux sur Internet. Et donc nous faisons ce travail de journaliste 7 jours sur 7. Mon parcours est plutôt atypique dans le cursus des journalistes. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai eu la chance d'être embauchée ici en tant que correspondante de presse au Populaire du Centre en 1996 au service des sports. Et donc après j'ai fait une formation en parallèle en internet multimédia et j'ai pu commencer à piger à France 3, et d'où mon parcours en tant que journaliste, rédactrice, présentatrice. Je suis partie 15 ans à Poitiers et donc je reviens ici dans mon Limousin d'adolescente depuis septembre 2017. Voilà. Sébastien? Alors, ça fait pas aussi longtemps que je suis journaliste. Comme ça a été dit, je m'occupe du journal régional qui est diffusé sur 13 radios en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze et en Dordogne maintenant depuis peu. Ce journal est coproduit plutôt par les différents journalistes des différentes radios. Voilà. Mon parcours, alors un bac général, puis des études de droit, puis des études de journalisme pour le coup à l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Montpellier, puisque j'ai fait le choix de faire cette école en alternance. L'alternance, j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur RCF Limousin, donc de rester en Limousin, puisque je suis natif de Meuzac, du sud de la Haute-Vienne, et fier de mes racines. Et ensuite, j'ai pigé pendant 1 an, et l'opportunité a fait que j'ai pu être embauché en CDI sur le groupement des radios associatives libres. À l'époque, c'était encore Limousin, le L. Voilà. Pascal? Oui, donc moi je suis le rédacteur en chef du Populaire du Centre depuis 2013, 1er janvier 2013. Mon parcours, je suis un vieux Limougeau, je suis né à Limoges. J'ai commencé en trempant dans le bain des radios qu'on appelait libres à l'époque, quand elles ont été libérées, les ombres ont été libérées en 81. Je suis rentré dans le groupe Centre France, dont fait partie le Populaire, en septembre 85 au journal La Montagne. J'ai été journaliste sportif pendant une dizaine d'années entre Limoges et Brive. Et ensuite, je suis devenu un journaliste généraliste, où j'ai touché un peu à tout, du fait divers, de la justice, de la politique et autres. Et puis j'ai pris des responsabilités, chef d'agence,
Et avant de venir ici, j'étais le directeur régional des éditions de La Montagne pour le Limousin. Donc, je m'occupais des journalistes de Brive, de Tulle, de Guéret et de Ussel. Voilà. Et aujourd'hui, c'est important de le signaler, tu le disais aussi, on n'est plus seulement le média qui sort le matin, à J+1, nous sommes aussi le média qui est très présent avec notre site internet et également sur les réseaux sociaux. Donc on est sur de l'information 24/24, j'ai presque envie de dire, et à flux tendu. Voilà. Merci. Donc je suis le plus vieux et le non limougeot et le non limousin de la bande, puisque donc j'ai bientôt 62 ans. Je ne suis pas limousin, mais j'ai été très bien accueilli il y a 8 ans maintenant. Et j'occupe les fonctions de directeur de France Bleu Limousin, qui est une radio. Alors avant d'être directeur, on n'est pas directeur comme ça, donc j'étais journaliste pour gagner ma vie. Donc j'ai 35 ans de service public à mon actif ou à mon passif, je ne sais pas comment on doit dire. Donc 35 ans d'ancienneté à Radio France. Donc Radio France, c'est 7 radios. Et j'ai notamment travaillé 10 ans dans une des radios nationales de Radio France qui s'appelle France Info. Et j'ai fait 7 radios locales, comme on dit, du réseau France Bleu. Voilà, donc nous on n'a pas 54 journalistes, on en a 8 pour couvrir 2 départements. La Corrèze et la Haute-Vienne. On ne couvre pas la Creuse puisqu'il existe France Bleu Creuse qui vit sa vie tranquillement. Voilà, je ne vais pas vous retracer mon parcours, je n'ai pas fait d'école de journalisme, c'est aussi on est 3 dans ce cas-là, voilà. Donc ça veut dire qu'on, dans le temps, on pouvait devenir journaliste sans faire d'école. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et pour terminer, je voudrais dire que dans le barème de la crédibilité des médias que sort tous les ans le journal La Croix, eh bien c'est la radio qui est le plus crédible, avec 50%. La presse écrite est 2e avec 44%. La télévision est 3e avec 38% de crédibilité. Et Internet, et ça va faire sans doute l'objet un peu de nos débats, voilà, est 4e avec 25% seulement de crédibilité d'après les gens qui ont été sondés. Mais c'est un baromètre qui existe depuis Mathusalem, depuis très longtemps, ce baromètre qui fait autorité dans la presse, dans le milieu. Et c'est intéressant peut-être... Ah, tout à fait. Alors justement, on va rebondir. Radio, presse écrite, télévision, et puis il y a un dénominateur commun aujourd'hui dans nos métiers, c'est justement le numérique. Donc Internet, les journaux web, et puis les réseaux sociaux. Donc on a décidé de s'interroger et de faire le lien entre fake news et crise de confiance, parce qu'il nous semblait assez intéressant de le faire. Que s'est-il passé et que se passe-t-il avec un flux continu d'informations? Alors bah, je vais commencer ici. Ah, je garde le mien. Je vais commencer. Simplement pour dire que c'est très important de savoir qu'aujourd'hui, on est tous à égalité. Dans le temps, la radio et la télé avaient un petit coup d'avance par rapport à la presse écrite qui, à partir de 22h, le soir, bouclait, terminait. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout, on est tous à égalité. Ça veut dire qu'on peut sortir des infos n'importe quand dans la journée, à 15h02, à 18h27, à 23h35. On peut sortir des infos. Ce qui change quand même un peu la donne, parce qu'avant, tout était bien établi. La presse écrite était un peu bloquée le soir, était même frustrée quelquefois, parce qu'il y avait des infos qui tombaient tard le soir, et le journal ne pouvait pas en rendre compte, ce qui était quand même un peu embêtant quand on est journaliste. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'avec le site, avec Internet, on peut être informé 24 heures sur 24. Voilà ce que je voulais dire en préambule, ce qui est important quand même, parce qu'on est tous à égalité, et nous, on est tous en compétition aussi, quelque part, parce qu'il y a la compète qui compte. On est bien content de sortir des infos les uns et les autres quand on peut après avoir vérifié, bien entendu. Oui, alors il y a la compète, mais justement dans ce flux continu d'informations, comment on peut s'y retrouver et comment peut-on garder aussi notre crédibilité? Alors, on en vient au fameux débat sur... on va arriver vers les fake news, je le sens bien. Oui. Notre crédibilité, elle s'établit sur un point que chaque journaliste fait. Je vous rappelle que nous ne sommes pas assermentés, mais chaque journaliste répond à une déontologie journalistique.
Et un journaliste, un bon journaliste, est censé vérifier l'information qu'il reçoit ou qu'on vient de lui communiquer, pour voir si cette info est véritablement valide. Et ça passe aussi quand on se retrouve dans une affaire qui concerne plusieurs parties. Il est nécessaire de faire parler tout le monde. C'est ce que l'on appelle dans notre métier, dans un raccourci qui s'appelle le contradictoire. Ce qui permet à chaque partie de pouvoir s'exprimer sur un même sujet et évidemment de faire mettre en exergue les points de désaccord. Ça, je pense qu'on le faisait avant, quel que soit le média pour lequel on travaille, et ça ne change pas avec Internet. Ce qui, avec Internet, change, c'est que ça va effectivement plus vite. Et comme disait Jean-Michel, toute info, on peut la sortir à n'importe quel moment, du jour, de la nuit. Et il pourrait y avoir effectivement cette tendance d'aller plus vite encore, et donc de passer ces fameuses étapes indispensables au métier de journaliste, qui est de vérifier son information. Je ne pense pas qu'ici, autour de ces bidons, il y ait des gens qui ont envie de pratiquer ça. D'abord parce que ça nous décrédibiliserait. C'est dans la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et on parlera tout à l'heure de la défiance ou de la crise de confiance d'une certaine partie de la population, ce serait se tirer une balle dans le pied. Maintenant, pour parler des fake news et comment s'y retrouver au milieu de tout ça, la fake news, c'est pas quelque chose de neuf. C'est pas arrivé avec l'élection de Donald Trump ou l'apparition des Gilets jaunes. Avant, on appelait ça la rumeur. Elle se propageait en ville, dans les bistrots. Elle mettait plus de temps à arriver, puisque c'était du bouche à oreille, et évidemment cette rumeur ronflait, en même temps était déformée. Aujourd'hui, en un post sur tel ou tel réseau social, vous pouvez diffuser plus rapidement, à plus de monde. Et si vous, journaliste, vous ne prenez pas garde à cette fake news, vous risquez de vous retrouver vous aussi confronté à la diffusion d'une information qui n'a pas été vérifiée. Donc, article 1, article 2 de notre métier de journaliste, toujours vérifier son information. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit et le danger d'aller vite pour traiter les infos, et parfois le manque de moyens peut être aussi un problème parce qu'on est tenté d'aller vite, mais il faut prendre soin de vérifier une information avant de la donner, mais je rejoins tout à fait. Bon, moi j'ai une question qui est dans le prolongement de celle-là. Comment les rédactions, donc Sandrine peut peut-être répondre à cette question-là, se sont organisées justement pour essayer de déceler le vrai du faux, et il y a de plus en plus d'émissions, on le sait, à la radio notamment, ou à la télé, les décodeurs, le vrai faux de l'info, etc., donc qui apparaissent depuis quelque temps. Est-ce que les rédactions ont été obligées de revoir leur copie en termes d'organisation ? Alors non, puisque pour chaque reportage, on vérifie l'information, donc on est à la base. Mais moi, je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est qu'on vit une vraie révolution, mais ça date pas de cette année, hein, ça date de plusieurs années, c'est que c'est la fin de l'hégémonie de la diffusion de l'info. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des organisations politiques, des administrations ont leurs propres médias. Donc tout le monde peut être diffuseur d'infos, même ce sont des marques, il y a des jeunes youtubeurs qui diffusent eux-mêmes de l'info. Donc le problème pour l'internaute, c'est de savoir qui dit vrai là-dedans. Donc nous, notre rôle, effectivement, souvent ce sont des pistes, des sources. Nous, on est branchés, je pense, comme vos rédactions, sur Twitter, sur Facebook. Ce sont on va dire des pistes, et on va vérifier, voir est-ce que ça vaut le coup. Déjà, on va vérifier l'info si elle est vraie. Voilà, donc on vit vraiment Avant, on était les seuls à diffuser de l'info. Quelqu'un voulait diffuser de l'info, il a porté son communiqué de presse au Populaire du Centre, à France 3, à France Bleu, et puis pour les radios locales. Maintenant, il n'y a presque plus besoin de nous. Donc là, on n'est plus du tout dans la même chose, je pense. Hein. Oui, pour autant, il y a en France une différence
entre la communication, parce que les tout médias à fait. sont, voilà, la communication et le journalisme. En France, en 2018, selon la Commission nationale de la carte, on n'était pas tout à fait, mais presque 35 000 journalistes titulaires d'une carte de presse. Donc, ce qui n'est pas énorme au regard de la population française. Donc, quelle est la plus-value, somme toute, dans ce flot continu? Bah, la plus-value, c'est d'être professionnel, de faire notre boulot le plus responsable possible, mais ça on le fait depuis toujours. Donc, Sauf qu'aujourd'hui on est plus exposé. voilà. Et le problème c'est que la concurrence aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et que chacun peut devenir journaliste. Un gars qui traverse la rue, qui voit un accident, il faut une photographie, et ben, il est journaliste. Après il la balance, bon, il a vu un truc. D'ailleurs, on voit souvent dans les journaux télévisés, à la télé, des fois, un tremblement de terre, un grand truc. On voit que les images, c'est pas des images des caméramans officiels, entre guillemets, de la télé. C'est des témoins qui filment le truc, quoi. Donc en fait, nous, on a des concurrents aujourd'hui. Les réseaux sociaux deviennent des concurrents, voire des adversaires, parce qu'en fait, moi je les considère comme des adversaires, parce qu'ils balancent des choses qui sont pas toujours crédibles et vérifiées. Alors nous qu'est-ce qu'on peut faire? Être de plus en plus vigilant, être de plus en plus professionnel, vérifier une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, se méfier du temps, arrêter. Moi j'ai travaillé à France Info pendant 10 ans, donc vous imaginez, France Info, le micro il est ouvert toute la journée, hein, vous pouvez balancer. Hein. Bon, c'était à une autre époque, hein, c'était au siècle précédent, donc il n'y avait pas tous ces trucs-là aujourd'hui. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils ont une cellule de vérification à France Info, ils ont une agence qui vérifie à l'intérieur de France Info. Bon, et ça doit être le cas ailleurs. Bon, là, je connais ce cas précis parce que bon, ils ont une agence qui vérifie les infos avant d'être données à l'antenne. Alors évidemment, on perd du temps. Mais bon, on perd du temps avant de dire des conneries, quoi. Enfin, il vaut mieux perdre 5-10 minutes, voire une demi-heure, et d'annoncer une vraie info qu'une bêtise, quoi. Des choses, on en a faites. Moi, je me souviens, on a annoncé des morts qui ne sont pas morts. Hein. Je me souviens un jour, Roger Rocher est mort. Les plus anciens se souviennent de Roger Rocher, l'emblématique président des Verts de Saint-Étienne. Eh ben ouais, Roger Rocher était mort dans une clinique à Saint-Étienne. Sauf que c'était pas le bon Roger Rocher, c'était un autre Roger Rocher. Voilà, on a été ridicule. Parce que nous, on a dit que c'était Roger Rocher, le président de la Saint-Étienne. Bon, on a dû s'excuser auprès de Madame Rocher, on a envoyé des fleurs et tout ça. Enfin, ça fait rire, quoi. Mais voilà, bon, c'est pas grave, ça, encore que. Mais il faut vérifier, il faut être de plus en plus vigilant, il faut faire gaffe, voilà, moi je... voilà, les réseaux sociaux, moi je dis que c'est pas des concurrents, ce sont des adversaires. Alors justement, parce qu'on parle fake news, mais les réseaux sociaux ont également permis quelque chose qui nous a obligés, nous aussi, à revoir encore une fois notre organisation, c'est les commentaires. Tout le monde commente tout et n'importe quoi tout le temps. Ça rejoint ce qu'il disait, que je vais résumer d'une phrase. Je tweete donc je suis. C'est qu'aujourd'hui, la prise de parole, la prise d'écriture permet à n'importe qui de s'exprimer. C'est pas parce que l'on s'exprime que c'est intelligent. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir à ce qu'il disait, quelqu'un filme en vidéo. Bon, il fait un geste simple, il a un téléphone portable, il filme en vidéo, mais il ne contextualise pas. Il ne remet pas dans le contexte de ce que ça doit être. Ça, c'est le métier de journaliste. Et on peut faire dire n'importe quoi à une image. Et là, si on veut vraiment toucher aux fake news, tiens, tu parlais des morts, tu parlais de Roger Rocher, je me souviens de cette histoire de Roger Rocher. Mais plus récemment, mais c'est arrivé plusieurs fois ces dernières semaines sur la même personne. Vous ne le connaissez pas sous son nom, donc je ne vais pas citer son nom, mais vous le connaissez peut-être pour les plus anciens. Il jouait dans une série télévisée qui s'appelait Happy Days, et c'était l'un des héros, il s'appelait Fonzie. Il a bercé les générations des années 60-70. Cet acteur, qui a eu une vie d'acteur après, derrière, qui doit avoir aujourd'hui 80 ans, on l'annonce mort à peu près tous les 2 mois. Alors là aussi, à qui profite le crime? Pourquoi on l'annonce mort? Parce que cet acteur a milité, c'est son problème, milite beaucoup aux États-Unis pour le port d'armes et autres. Il fait même partie de cette fameuse société, c'est la RFA, je crois, ou NRA, la NRA. Et ses adversaires n'ont trouvé comme autre moyen que de le déclarer mort. Et à chaque fois, alors pourquoi? Quel intérêt de le déclarer mort, puisqu'il est toujours vivant? Tout simplement pour rediffuser le message
contre l'utilisation des armes, contre le port d'armes, contre l'article de la Constitution américaine qui permet de... Voilà. Donc finalement, il sert d'arme politique pour d'autres gens. Alors après, pas question de se dire on est pour ou contre les armes, mais voilà, le type même de la fake news qui cherche à nuire à un combat qui est le sien, et peu importe. J'ai sorti un exemple qui est ressorti il n'y a pas très longtemps et qui est totalement dans l'actualité. J'ai chopé ça sur internet. Ces gilets jaunes de Bordeaux, c'est né d'un tweet, mais aussi c'est surtout passé sur Facebook, avec un titre d'un monsieur qui n'est évidemment pas journaliste, hein, qui s'appelle Alain Saint-Nicolas, « Chapeau bas les gilets jaunes de Bordeaux ». Et donc on voit une foule importante de gens en jaune, sauf que on n'est pas à Bordeaux. On n'est pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui, c'était pas la semaine dernière. Cette photo, elle a 2 ans. C'est le rassemblement des supporters du club de l'AS Montferrand, de l'ASM Clermont, et ça se situe place de Jaude. Donc ce monsieur qui n'est pas journaliste, il a pris cette photo qu'il a dû piquer sur un site internet, peut-être le nôtre d'ailleurs, puisque vous savez qu'à Clermont-Ferrand, il y a le siège de la montagne et que la montagne est un journal du groupe. Et pour faire croire qu'il y avait beaucoup de monde à Bordeaux au mouvement des Gilets jaunes, ben voilà, il a posté son information, qui est une fake news, mais qui a été vue plus de 500 000 fois sur la dernière semaine. Donc il y a 500 000 personnes qui ont vu cette information. Combien, parmi ces 500 000, ont cru que c'était vrai? Là aussi, à qui profite le crime? Il y a aussi, au niveau international, une vidéo qui réapparaît à peu près tous les ans, tous les 2 ans. Et là, récemment, c'était cette vidéo montrait des policiers en train de tabasser des gens et même peut-être de les tuer dans la rue. Et en disant, voilà, de graves incidents se passent actuellement au Cameroun, machin et tout ça. Sauf que c'est absolument pas au Cameroun que ces images ont été tournées. Et d'ailleurs, les journalistes décodeurs qui ont décodé cette fake news ont zoomé sur les véhicules blindés de ces militaires ou policiers, montrant que c'était les armoiries de la Côte d'Ivoire. Donc c'est des images qui remontent à l'époque de Gbagbo en Côte d'Ivoire quand il y a eu les troubles. Et cette vidéo, elle ressort en Afrique, mais également sur le continent européen, régulièrement quand il se passe des choses dans certains pays africains, des élections, des choses. C'est une entreprise de déstabilisation, tout simplement. Je vais peut-être demander à nos invités s'ils ont des questions, parce qu'on est très bavard, on est journaliste, donc moi je peux continuer à les poser. Mais si certains souhaitent plus précisément sur ce sujet-là des fake news s'exprimer ou poser une question à nos intervenants, il ne faut surtout pas hésiter. Est-ce que vous connaissez les moyens de stopper ces choses? Alors attendez, vous allez parler dans le micro, madame. Petite question. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit être très difficile d'arrêter ce genre de choses. Il faut effectivement aller très vite. Mais est-ce qu'il existera un moment informatiquement non, ça peut croire. Je pense que ce n'est pas un problème technique, en l'occurrence, c'est un problème intellectuel. Et on y viendra derrière, sans doute sur les remèdes, hein, mais si vous voulez qu'on en parle d'ores et déjà, on n'empêchera pas la fake news. Il faut la traquer, il faut la décrypter, il faut dire ça, c'est une fake news. Je pense que c'est aujourd'hui de notre responsabilité parce que il y a une assimilation qui fait qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que Jean-Michel disait que c'était un peu nos ennemis, les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, ils sont nos ennemis parce qu'effectivement, ils nous assimilent à tout ça, quoi. Le journaliste, pas le journaliste, on s'en fout, c'est une info. Donc c'est peut-être des journalistes qui l'ont balancé. Donc oui. En même temps, ça me prendra beaucoup de temps. Et ça passera, de mon point de vue, par de l'éducation aux médias. De l'éducation tout court. Je crois que ça doit commencer dès le plus jeune âge. On doit former nos futurs jeunes citoyens à décrypter l'information. Alors ça passe par des cours, par l'histoire de France, par exemple, par la géographie, l'instruction civique, toutes ces choses, tous ces piliers finalement qui nous ont tous fait grandir,
dont on s'est parfois dit quand on était jeune à quoi ça va me servir, mais qu'on a absorbé et qui nous servent en quelque part, parce qu'on a les repères du monde. Et je pense qu'il faut continuer à accentuer, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, encore plus marteler, attention. Quand je vois un certain nombre de sondages actuellement sur les jeunes générations qui sont prêts à plus de 25%, presque 30% à voter pour les extrêmes européennes, je me dis qu'il est urgent de réagir. Alors oui, beaucoup de choses. Effectivement, alors je vais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Effectivement, tout le monde peut s'improviser journaliste, il suffit de créer un blog et puis d'essayer de donner des informations. Effectivement, tout le monde peut s'exprimer via un blog ou via autre chose et raconter ce qui lui semble vrai ou la vision qu'il a de cette chose ou qu'il aimerait véhiculer. Mais bien souvent, c'est pas très objectif, et un des devoirs du journaliste, c'est justement d'essayer d'être le plus objectif possible. Voilà. Sur est-ce qu'on viendra à bout des fake news, je pense que non, parce qu'il y a toujours eu des rumeurs qui ont couru, donc je pense qu'il y aura toujours des fake news, et dans 50 ans, il y aura certainement autre chose qui remplacera les rumeurs, qui a été remplacée par les fake news, qui sera certainement remplacée par un autre truc. Donc oui, il faut être, chacun doit être vigilant et écouter les informations, et chacun finalement doit être un peu journaliste, à recouper les infos, à écouter plusieurs médias, lire plusieurs médias pour voir si l'information est effectivement vraie, est effectivement véritable. Après, est-ce qu'il faut interdire aussi les fake news? On a entendu parler de ça. Les Russes ont voté une loi, je crois que je ne sais pas si c'est pas aujourd'hui, voilà, les Russes ont voté une loi pour justement essayer de canaliser ça, de condamner les médias sur Internet qui diffuseraient des informations qui ne seraient pas bonnes. Ça n'a pas été encore promulgué par Vladimir Poutine, mais on se doute bien que ça va l'être, sans trop de problèmes. Alors après, est-ce que c'est à l'État, au pouvoir public de contrôler ça? Et je ne suis pas certain. Alors ça va peut-être paraître prétentieux, mais je pense que la presse est justement là, en général, puisque comme le disait Pascal, il y a un code de déontologie. Donc j'espère qu'on fera la caution au moins de vérification dès que vous avez une fake news. Voilà, si elle est sur un site de presse, ça paraît quand même... il y a une crédibilité. Nous, on est là quand même, on vérifie nos informations, on contextualise, on l'a dit, on essaie de décrypter l'information. Les fake news, il faut être curieux. Vous voyez une fake news, vous dites... et souvent, plus c'est gros, plus on y croit, hein, c'est ça le pire. Donc il faut vraiment essayer d'être curieux, d'être méfiant. Mais souvent, quand ce sont des organes de presse, moi je dis... déjà 50% quand même de crédibilité. Après, on peut être méfiant. Et après, il ne faut pas tomber non plus dans la théorie du complot. Hein. On peut l'aborder parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui... tout ce que dit la presse, tout ce que dit l'État, tout ce que disent les institutions, tout ça, c'est faux. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Mais là, effectivement, moi, je rejoins Pascal, c'est vraiment un problème d'éducation. Alors nous, on est dans un métier extrêmement normé, hein, vous l'aurez compris, puisqu'on respecte le code de déontologie. Malgré tout, ce phénomène de fake news nous fragilise tous et on souffre peut-être un peu d'un certain désamour de l'opinion. Comment on peut expliquer, comment on est arrivé là à cette crise de méfiance, de défiance Oui, une crise de confiance ou une crise de défiance, je ne sais pas. Comment on en arrive là, on y arrive régulièrement. L'histoire du journalisme à travers le temps montre qu'on est souvent pointé du doigt. Moi j'ai l'habitude de dire, quand je discute en direct avec des gens qui viennent exposer un problème, de ne pas confondre le thermomètre et la fièvre. Nous ne sommes qu'un thermomètre. Vous pouvez nous caisser le thermomètre, mais la fièvre elle sera toujours là. Donc nous on est là pour rendre compte. Donc surtout ne pas faire cet amalgame, vous dites ça. Alors, donc actuellement on est dans une période compliquée, pas seulement en France, en Europe, il y a des montées d'extrémisme un peu partout en Europe. Je crois que le seul pays européen
épargné par ça, c'est le Portugal aujourd'hui, un peu l'Espagne. Et donc on se retrouve confronté à cette chose-là. Et alors après, il y a forcément l'amalgame classique. La presse est un pouvoir, et donc on rejette tous les pouvoirs. Donc le premier pouvoir qui est rejeté actuellement de manière très forte, très violente, c'est le pouvoir politique. Mais aussi tous les piliers qui font notre République, la justice qui est remise en cause, la police, on le voit bien à travers le mouvement des gilets jaunes, tous les débats qu'il y a autour de l'utilisation des armes de défense et autres. Et donc la presse, alors souvent assimilée, proche des pouvoirs et autres, c'est l'entretien de beaucoup de fantasmes qui reviennent assez régulièrement. Donc je pense que cette fièvre-là, elle tombera. Moi je voudrais juste prendre des petits exemples qui pourraient vous parler. J'entends beaucoup ce qui se dit. Alors, on n'est pas, nous, forcément concernés en région. Je pense qu'on a une crédibilité en région qui est plus forte qu'à Paris. Le débat sur la défiance vis-à-vis des journalistes s'est beaucoup porté sur les chaînes d'information en continu. Jean-Michel, qui lui a travaillé pour une radio en continu, pourra peut-être vous dire ce que lui, il a vécu à une certaine époque. Tu devais être là à l'époque de la chute du mur de Berlin et la chute de Ceausescu et c'était les débuts de France Info d'ailleurs. 88. Donc il y a cette défiance par rapport aux chaînes d'infos en continu, et on entend dire ils sont proches du pouvoir, ils ont tout le téléphone de Macron dans la poche. Enfin bon, j'en discutais avec un jeune journaliste qui m'interviewait tout à l'heure par rapport à ce débat, et je lui expliquais que par mon ancienneté, j'ai quand même suivi un certain nombre de présidents de la République, et que probablement celui qui a été le plus difficile à suivre et qui est le plus difficile à couvrir pour un journaliste aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Alors, sauf à être masochiste, je ne crois pas que les journalistes aiment beaucoup se faire mordre la main qu'ils ont tendue. C'est un vrai fantasme de penser que les journalistes parisiens, mais même nous en région, on serait dans une fascination totale et dans une complicité totale avec Emmanuel Macron. C'était beaucoup plus difficile de travailler avec Emmanuel Macron qu'avec François Hollande. François Hollande, c'était un peu l'auberge espagnole, c'était un peu ouvert et un peu trop. C'est d'ailleurs peut-être ce qui lui a valu un certain nombre de choses. C'est sans doute plus difficile avec Emmanuel Macron qu'avec Sarkozy, où c'était très codé, très charté, et un peu carton-pâte. Ça ressemblait parfois à Cinecittà, hein, avec des militants qui jouaient les vrais gens, mais qui n'étaient pas des vrais gens en fait, hein, qui étaient des militants. Mais bon, on le savait, ça faisait partie d'un certain folklore, et bon voilà. Et bon, avant, on était, comme on dit aujourd'hui, avec l'ancien monde de Chirac et autres, c'était un peu différent, il y avait un peu plus d'humain, de proximité, de choses comme ça. Donc, tout ça, c'est des fantasmes. Et ça aussi, ces fantasmes-là, il faut qu'on les fasse tomber. Il n'y a pas pire ennemi pour le journaliste que les pouvoirs politiques. Parce que le pouvoir politique, il a envie de faire passer son message, quel que soit le pouvoir politique. Et que si on ne fait pas passer son message, il fait la tête. Et il le fait savoir. On est dans une lutte permanente avec les pouvoirs politiques, qu'ils soient locaux ou autres. Ça fait partie du jeu, on le sait. C'est pas, on ne se déchire pas. Mais dire qu'on est en proximité, c'est pas vrai. On fait notre travail, donc on a besoin d'être au contact de ces gens-là. Mais on sait très bien ce qu'eux, ils attendent de nous. Et nous, on sait très bien ce que l'on ne veut pas faire pour eux. Pas aller au-delà de certaines limites. Donc il y a un véritable jeu de lutte entre les intérêts des uns et les intérêts des autres, et en tout cas le métier que l'on doit faire. Donc ça aussi, ça fait partie du fantasme. Je suis proche du pouvoir de Macron, machin. Juste rajouter, merci pour cette page d'histoire, Pascal. La 5e République revisitée, super. Une partie seulement. Une partie, oui. Il y avait Georges Pompidou encore, et Valéry Giscard d'Estaing, avant, et vous avez Charles de Gaulle, mais bon. Non, vous avez là 2 représentants de médias publics, la télé et la radio, donc financés par de l'argent public. Votre argent public, que vous payez encore, parce que bientôt vous n'avez plus payé, puisque la taxe d'habitation va disparaître, mais la contribution à l'audiovisuel public, que vous payez, 135, 136, 137 euros par an, ça nous est reversé, enfin pas beaucoup chez nous, mais c'est sûr. Mais quand même, donc on pourrait dire, ah bah dis donc, ils sont financés par de l'argent public,
Donc ils sont à la solde du pouvoir politique en place. Sauf que le pouvoir politique, il y a eu pas mal d'alternance hein, quand même, donc bon, un coup à gauche, un coup à droite, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de conscience quand même. Mais non, jamais quoi. Moi j'ai vécu dans une radio où on l'a cité tout à l'heure, France Info, jamais un ministre ou un directeur de cabinet appelait pour nous dire attendez, arrêtez vos conneries, laissez tomber. Le préfet, qui est le représentant de l'État ici en Haute-Vienne ou en Corrèze, ils appellent jamais pour nous dire attendez, vous déconnez, ça va pas quoi. Enfin, puis ça serait même pas, ils oseraient même pas le faire parce que ça se fait pas quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc ça, c'est un fantasme aussi de l'importance du pouvoir politique sur les médias qui font ce qu'ils veulent. Voilà. Après, moi, je voudrais dire, moi, ce qui m'a interpellé, c'est Mélenchon là, qui crée une chaîne de télé. C'est incroyable ça, parce que bon, le pouvoir politique est pas, enfin le pouvoir politique, les partis politiques, il n'est pas encore au pouvoir. Il n'est pas content de la manière dont fonctionnent les médias. Et ben, il crée une chaîne de télé. Alors bon, je sais pas où ils en sont, je vais regarder, mais enfin, j'imagine qu'il doit être très objectif, monsieur Mélenchon, parce que il a embauché des gens, bon, il y a eu embrouille, il y a eu pataquès, enfin bon. Donc non, mais c'est pas, on va pas critiquer ça, mais le fait qu'un parti politique crée une chaîne de télé, moi ça me bluffe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Et quelle objectivité il aura, lui bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Je crois qu'il y a une... Voilà, monsieur voulait poser une question. Je vais vous passer. Oui, Jean-Pierre Véroy, je suis de Meuzac. Quelqu'un de bien dans cette... Juste en bas de l'église. Oui. Oui, vous avez parlé de Poutine, ils ont voté une loi pour les fake news, je crois. Bon, en France, il me semble que c'est des médias russes qui balancent le plus de fake news. Hein? Il y a RT. Ouais, mais RT n'est pas très proche du pouvoir. Il n'est pas proche? Non. Il y a Sputnik aussi. Il en profite. Il y en a plusieurs, oui. Bon, il y a des agences. C'est des agences de presse, ça. Voilà, oui, bon, russe. Hein? Oui. D'accord, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez un gros rôle à jouer, vous, les médias, pour dénoncer ce genre de choses. Dans vos émissions, faire des débats d'opposition entre des personnes qui ont balancé des fake news. Bon, il y en a une grosse en ce moment, c'est Le Pen et par rapport aux migrants et aux retraités français. C'était hier ou à midi, je crois, c'était un gars du Front National, hein, qui persistait, on lui prouvait par A plus B que c'était faux ce qu'il disait, il persistait, et il dit on se donne rendez-vous le 26 mai. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose à faire, c'est à vous peut-être de vous battre là-dessus. Alors, de diffuser beaucoup plus loin. Vous prenez cet exemple. Oui, c'est un parmi d'autres. Non, mais il est très intéressant. Vous prenez cet exemple, et il est dans l'enchaînement d'autres exemples fourbis par le Rassemblement national, et notamment sur le fameux traité d'Aix-la-Chapelle, qui, si on prenait au pied de la lettre, l'Alsace et la Lorraine allaient revenir à l'Allemagne, et l'Allemagne allait gouverner la France. Je résume, je schématise, mais c'était un peu ça. En tout cas, c'était l'idée que l'on voulait faire passer, à la fois auprès des militants et des sympathisants, et de ceux qu'on pourrait attraper dans la fête à gogo. C'est à peu près ça. Et de la même manière, mais c'est dénoncé. Tout ça est dénoncé. Oui, mais ceux qui écoutent ça, ce sont les clients du FN. Encore une fois, la problématique face à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens en France qui sont éloignés, très éloignés du média traditionnel. Pour X raisons. Pour des raisons financières. Un journal, même à 1 euro ou 1,10 € ou 1,50 € pour les nationaux, quotidiennement, c'est très cher. Ils ne s'informent plus par ce média-là. Ils ne s'informent pas mieux par la télévision parce qu'ils sont plutôt penchés vers un certain nombre d'émissions de divertissement et autres. Pas vous rappeler le succès grandissant de cette émission de C8, Touche pas à mon poste, qui a même amené une ministre à venir pour essayer de toucher cette catégorie-là de population en disant « je vais aller toucher les gens qui ne nous écoutent pas ».
Et là, on se retrouve parfaitement dans le mécanisme de la fake news sur les réseaux sociaux. C'est que, je prends Facebook, qui est un outil formidable, nous on s'en sert tous les jours, elle vous l'a dit Sandrine. Pour nous, c'est un outil qui nous permet de décupler nos audiences de manière considérable. Mais il y a les effets pervers. Fake news, Facebook, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui est derrière. Quand vous êtes ami avec 500 ou 1000 personnes, vous êtes amis, vous êtes dans une tribu. Et l'algorithme vous ramène toujours à la même tribu, puisque l'algorithme permet, par rapport à ce que vous postez, par rapport à ce que vous regardez. Donc les gens vivent en circuit fermé. Ne lisent pas le journal, ne regardent pas la télé, et ne s'informent qu'à travers la tribu qui leur balance des informations. Si cette tribu-là, elle est polluée par des fake news, ils vont regarder les fake news toute la journée, et ils vont dire ça c'est vrai. Et là, on est devant un problème incommensurable. Je vais vous prendre un autre exemple qui m'a frappé, moi. Richard Ferrand est victime d'un début d'incendie dans sa maison en Bretagne. La plupart des télévisions ont montré des images, on l'a vu sur Internet et autres. Une chaîne concurrente à France 3, en l'occurrence TF1, a été faire un reportage sur place pour voir les dégâts. Et Richard Ferrand montre les dégâts dans sa maison. Et derrière, ils vont dans la rue où ils rencontrent des Bretons. Comme vous et moi, nous sommes des Limousins, avec certains qui disent bah ouais, ça va trop loin, il y en a marre, machin et tout ça. Et puis il y a une dame, une petite dame, bien sous tout rapport, comme ça, qui dit mais évidemment que c'est faux. Elle habite à. Enfin, ils ont fait ça sur le marché du village où il a sa maison. Hein. Évidemment que c'est faux. Ils font ça pour nous attendrir. Le victimiser. Et voilà, et les victimiser. Alors qu'elle a peut-être 2 kilomètres à faire pour aller voir véritablement de ses propres yeux que la maison de Ferrand a bien été brûlée. Elle ne veut pas le croire. Moi j'imagine qu'elle a été dans sa nébuleuse Facebook ou dans sa nébuleuse je ne sais quoi, et qu'entre eux ils se sont dit ben non, mais c'est des conneries, c'est justement pour... ils se victimisent, pour nous attendrir, machin et compagnie. Et elle en est persuadée. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il y a encore, dans le même exemple, encore plus grave, c'est l'attentat de Strasbourg. L'attentat de Strasbourg, certains ont dit que c'était un leurre lancé par le gouvernement, Macron et compagnie, pour détourner l'attention des gilets jaunes sur l'attentat. Là, c'est encore... C'est énorme, mais ça a duré quand même quelques jours, cette histoire. Et je pense que ça entraîne chez certains comme... C'est comme la rue. C'est comme la rue. Hein. Les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Hein. Non plus. Les sautent depuis très longtemps. C'était avant Facebook, ça. Hein. Les Américains ne sont pas allés sur la Lune, et les tours de New York, sur l'attentat qui les a touchés, c'est les Américains eux-mêmes qui l'ont fait. Le monde dessus. Oui, une dernière. Bon, sur Facebook, avec les Gilets jaunes, il y a un média qui s'appelle Brut, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, est-ce que c'est des journalistes ou pas? Oui. Oui. Bon, c'est tout. Oui, autrefois on disait, je l'ai lu dans le journal, je l'ai entendu à la radio, je l'ai vu à la télé, donc c'est vrai. Aujourd'hui, les gens se fient beaucoup à tous ces réseaux sociaux qui propagent des nouvelles bon, plus ou moins fantaisistes. Hein, et si la presse n'en parle pas, c'est parce que c'est un complot. Hein, bon, on a cette thèse. Les gens aujourd'hui font plus confiance à ces réseaux sociaux où chacun s'imagine journaliste hein, qu'aux vrais journalistes. Les vrais journalistes qui ont l'obligation de vérifier les nouvelles et non pas de propager des choses... C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où tu vis dans une tribu, c'est comme, je sais pas, si un village entier n'avait que France 3, regardez. Super. Admettons. Le journal n'arrive pas, les autres chaînes n'arrivent pas, ils ne vont s'informer qu'à travers France 3. Donc France 3 est un média sérieux. Mais ils n'auront l'info qu'à travers le prisme de France 3. L'éducation aux médias, ça se dit aux médias, avec un X à O et avec un S à médias.
c'est probablement la meilleure piste de demain. Je disais tout à l'heure que ça prendra du temps. Mais notre crédibilité, à un moment, elle payera. Et je ne crois pas qu'il n'y aura pas de retour de balancier en retour de la confiance. Puisque l'histoire du journalisme en France a prouvé le contraire. Il y a eu des crises fortes au fil de ces périodes mouvementées, et ça revient toujours. Il faudra qu'on soit présent au rendez-vous. Et en attendant, il faut qu'on fasse front. Mais on ne peut pas passer notre vie à traquer aussi les fake news, parce qu'on a autre chose à faire. Évidemment, quand on envoie une, on la dénonce. Si on fait un café Popus ce soir, c'est pour en parler et que vous puissiez en parler aux autres. Qu'on démystifie la chose. La démocratie, hein, évidemment que c'est important au niveau de la démocratie. Évidemment. Tout à l'heure, c'est toi qui, je crois, en parlais, la question sur les Russes qui vont limiter. Ouais. Comment ils vont faire, d'une part, et puis est-ce qu'un État, surtout les Russes, là c'est limite. Oui, c'est personnel. Un État qui prend en main l'information, moi ça me gêne toujours un peu. Parce que c'est un pouvoir qui prend l'information. Et par rapport à ce qu'on vous disait tout à l'heure, vis-à-vis des classes politiques, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, on a des gens qui respectent la démocratie en France à la tête de l'État. C'est le cas depuis 39-45, enfin depuis 45. Dans 5 ans, dans 10 ans, qui sera à la tête et qui pourra utiliser ce genre de choses si on mettait le doigt dedans? C'est dangereux. Tout à l'heure, vous avez fait référence au fait que la presse n'a plus une position hégémonique vis-à-vis de l'information, et vous avez en particulier cité les administrations et les entreprises. Et je voudrais revenir sur une information qui date de fin février. Il a été dit qu'il y avait une attaque de grande ampleur sur Internet. Et c'est une information qui a dû commencer à circuler un samedi. Elle a été reprise le dimanche. Et le lundi, le secrétaire d'État au numérique a affirmé que c'était une attaque de très grande ampleur. Ce qui est quand même dommage, c'est que la presse dans son ensemble, je n'ai pas tout lu parce qu'effectivement, on est perdu devant la multitude des journaux, des agences de presse et autres. Mais il suffisait en quelques secondes d'aller sur le site de l'ICANN, qui gère Internet et ce qu'on appelle le DNS, pour voir qu'il y avait eu un communiqué quelques jours avant qui disait qu'effectivement il y avait des attaques, mais les attaques contre les serveurs Internet et en particulier les serveurs DNS, elles sont constantes. Et cet organisme international qui gère tout Internet disait qu'il fallait changer de protocole. Et ça n'a pas été retransmis. Et ce que je trouve important, c'est que le secrétaire d'État numérique, qui pourtant devrait être bien placé pour, tout au moins il dit qu'il est compétent, a amplifié cette crainte qui est une attaque contre Internet. Alors, est-ce qu'il est allé trop rapidement? Ça se peut vraisemblablement. Est-ce qu'il y a un calcul politique derrière? Peut-être, pour dire, bon, ben, il faut durcir durcir la législation et les techniques pour protéger la France de ce genre d'attaque. Et je rappellerai quand même que le secrétaire d'État numérique, au mois de juin, a été le fer de lance d'une campagne pour tenter d'éliminer les fake news dans les nouvelles françaises. Et de ce côté-là, dans l'emploi du temps, je pense qu'il a précédé Poutine. Voilà. Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Alors, moi, je l'ai vu, cette information. Pas le communiqué dont vous parlez, mais j'ai vu cette information, donc c'est bien qu'elle a été publiée en quelque part. Calcul politique, je crois pas. Je crois plus à un calcul de n'effrayons pas les gens. Les attaques, comme vous l'avez dit vous-même, elles sont fréquentes, elles sont quotidiennes.
il y a des hackers partout dans le monde. Voilà, des hackers partout dans le monde qui, en permanence, essayent de trouver des failles et de briser des murs, machin et autres. Donc, c'est un peu comme sur les attentats, déjoués. On en parle peu, on découvre qu'il y a un attentat qui a marché, mais pour un attentat qui a marché, il y en a 10, 15, 20 qui ont été déjoués. Faut-il en parler chaque fois qu'il y a un attentat qui est déjoué? C'est pas à moi de répondre. Enfin, moi, si on me donne l'information, j'imagine que je la publierai. Mais cette information-là, on ne nous la donne pas. Et sciemment. Et là, c'est pas un calcul politique, c'est un calcul vis-à-vis de la sécurité des Français, et de ne pas propager la peur en disant il y a des attentats qui sont déjoués à peu près toutes les semaines. Une question ici? Ce n'est pas vraiment une question. Je voulais dire qu'il y avait plusieurs définitions du mot fake news. Alors, il y a ce sur quoi nous entendons ce soir, c'est-à-dire un mensonge. Il y a la définition donnée par Trump, c'est-à-dire toute information qui le critique, toute opinion qui le critique. Et il y a une troisième définition, à mon avis, qui est celle qui est partagée par beaucoup de monde, et à mon avis, ce sont des gens qui ne sont pas là ce soir, c'est-à-dire toute information avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Oui. Oui, non, je suis assez d'accord avec ça pour ma part. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple du blog où tout le monde peut s'improviser journaliste, créer un blog d'infos entre guillemets et publier ce dont il a envie et la façon dont lui voit les choses. Voilà. Et tout ce qui critiquerait ce blog serait selon lui une fake news parce que ce serait lui qui aurait raison. Donc oui, ça, moi je suis assez d'accord avec cette définition triptyque là, des fake news. Oui, est-ce qu'on pourrait en venir au début de la présentation qu'a faite Madame, et en particulier sur le lien qui peut être fait entre gilets jaunes, défiance et fake news? Peut-être que Madame... Voilà, Sandrine. Donc le mouvement des Gilets jaunes, j'ai fait une petite recherche. En fait, c'est d'abord la presse locale qui en a parlé. La presse parisienne a mis beaucoup de temps à comprendre ce mouvement. Enfin, je pense qu'on a tous réagi de la même façon, c'est qu'on a commencé à voir ces Gilets jaunes dans les voitures, et de petit à petit, de jour en jour, et puis à un moment, bon, moi j'ai dit, allez, on va faire un sujet quand même, parce que ça commence, on en voyait de plus en plus. Et nous, j'ai regardé, on a fait notre premier sujet le 3 novembre, donc bien avant le 17 novembre, donc qui était le samedi, le premier samedi. Et par exemple, le Parisien était vraiment beaucoup plus tard, quoi. La presse nationale a mis longtemps à comprendre que ça pouvait être un mouvement d'ampleur. Donc, le gouvernement aussi, oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, premier week-end, il y avait beaucoup de monde, hein, effectivement, de mobilisés. Deuxième week-end, troisième week-end. Donc là, ça a duré. Mais nous, où ça a été très compliqué, c'est pour avoir de l'info, justement. Parce qu'il y avait une vraie défiance. Là, tout de suite, ça a été, vous êtes des pourris. Vous êtes des pourris. Donc nous, l'info, on a été la chercher. Alors heureusement, on a un ancrage quand même de terrain. Donc on en connaissait quelques-uns, parce que ça peut être notre voisin, ça peut être... voilà, donc ces gens-là nous ont donné de l'info. Mais d'habitude, quand il y a des manifestations, les syndicats, ils nous envoient un communiqué de presse, quoi. Et là, il n'y en avait plus. Donc, et surtout, c'est que c'était un mouvement très... alors, en plus divisé à Limoges, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 mouvements à Limoges, et on a eu des images très spectaculaires de coups de casque, hein, je ne sais pas si vous les avez vus. Donc voilà, donc c'était très compliqué. Les Gilets jaunes nous disaient, ouais, on va aller à tel endroit, on y allait, on devait faire par exemple un direct le midi. Alors à midi, c'est à midi qu'on fait le direct, hein, c'est pas à 13h, ou on arrivait à midi, les gars étaient déjà partis. Ils étaient partis sur un autre lieu. Donc franchement, ça a été assez dur entre guillemets à suivre. Et puis après, là maintenant ils sont bien organisés, ils nous envoient des communiqués de presse, hein, je suis à vous le dire. Donc ils ont vite compris, et surtout qu'ils avaient besoin de nous. Au début ils n'avaient pas besoin de nous, et là maintenant on sent vraiment, c'est même un peu lourdingue entre guillemets, parce que nous on a des appels, ils exigent des débats, ils exigent de passer à la télé, ils exigent des reportages, voilà. Je peux vous raconter, après il y a plein d'anecdotes sur les Gilets jaunes, je les ai rencontrés, ils m'ont demandé de descendre un jour, un samedi,
Ça s'est très très bien passé, mais effectivement, c'est cette défiance dont on parle. La théorie du complot, tout ce que vous dites, c'est faux. Et encore, moi je trouve qu'on est plutôt épargné en Limousin. Il n'y a pas eu trop de violence par rapport à Bordeaux. Les gens, on peut leur parler. Nous, nos journalistes ont été quelquefois insultés sur le terrain au tout début, mais pas frappés physiquement. Il n'y a pas eu de violence physique, contrairement à d'autres endroits en France. Donc je pense que le Limousin, on va dire pour résumer, est un peu plus intelligent que les autres. Oui, en fait, ce mouvement nous oblige à revoir un peu nos pratiques, en fait. Parce que bon, là, on nous explique qu'on est tout beau, mais en fait, on n'a pas fait peut-être la remise en cause qu'on aurait dû faire dans notre métier, quoi. On sait peut-être pas. Ce mouvement nous oblige à réfléchir différemment et à sortir des codes qu'on connaît habituellement avec le syndicat, le secrétaire départemental, le machin, le truc. C'est super organisé, on sait à qui s'adresser, c'est mécanique, quoi. Enfin, le parti politique. Enfin, là, il n'y a pas de porte-parole. Là, il y a 12 000 porte-parole, ils disent pas la même chose, ils sont pas d'accord. C'est compliqué de travailler sur les gilets jaunes. Mais bon, on est obligé, bien sûr, d'en parler. Mais ça casse les codes qu'on avait l'habitude, qu'on a toujours l'habitude d'ailleurs d'avoir. C'est-à-dire qu'une info très hiérarchisée avec des syndicats, des porte-paroles, des gens qu'on connaît, des bons clients, comme on dit. C'est pas un terme très valorisant, mais dans notre métier, un bon client, c'est un gars ou une fille qui parle bien, qui parle clairement, et qui fait passer un bon message. Et ça, des bons clients, souvent, par facilité, on va chercher les bons clients. Au détriment peut-être de choses qui seraient peut-être plus intéressantes. Alors les gilets jaunes, il n'y a pas de bons clients, ils sont pas d'accord, ils sont d'accord sur rien, ils veulent pas parler, ou ils veulent pas se faire filmer. C'est compliqué, quoi. Et nous, ça nous oblige à nous remettre en question, et je crois qu'on n'a pas encore trouvé la solution, parce que moi, c'est au coup par coup. C'est aussi, moi j'ai des jeunes journalistes qui sont allés sur des... Parce que souvent on envoie les jeunes, évidemment. On envoie les jeunes, mais à la limite, les jeunes, ils comprennent mieux quand même le truc. Et puis, ils instaurent un climat, une approche, parce qu'il faut... Ils parlent pas comme ça, les gens. Il faut bonjour, voilà, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes qui? Vous présentez qui? Ah bon, machin. C'est psychologique. Il y a une approche avant de faire une interview, quoi. Bon, et voilà, quoi. Donc il faut qu'on se remette en question. Je suis pas certain qu'on ait encore bien trouvé les clés. Je vais essayer d'être un peu différent, même si je pense un peu la même chose, mais je vais essayer d'être un peu différent. Gilets jaunes, ça veut rien dire. Il y a des gens qui expriment un ras-le-bol très disparate. Il y en a qui veulent du RIC, d'autres qui veulent des sous, d'autres qui veulent l'essence moins chère. Donc ça ne veut rien dire. Il y a eu un mouvement à un moment, les gens se sont dressés. Sur Limoges, pour avoir suivi tout ça avec, à travers les yeux de mes journalistes qui étaient en charge de ça, il y avait principalement deux ronds-points qui étaient deux ronds-points totalement différents. Il y avait celui qui était très proche d'ici, au sud, avec des gens avec qui on a pu nouer des choses qui nous ont permis d'essayer de comprendre quel était ce mouvement, qui étaient ces gens et tout ça, avec plutôt des rapports, pas amicaux, mais voilà, où ça se passait plutôt pas mal. Au nord, à Grosseray, ceux qui bloquaient Famille Village, c'était beaucoup plus compliqué. Des gens un peu plus militants, radicalisés, un peu plus bas du casque aussi, c'était un peu plus dur. Bon, après, Gilets jaunes, ça veut dire quoi? C'est l'expression d'un ras-le-bol d'une frange de la population qui, je le rappelle, au maximum en France est montée, même si dans les sondages on dit qu'ils sont soutenus, au maximum en France est monté à 400 000, 500 000 selon les manifestants. Sur 66 millions de Français, ça reste quand même un peu à la marge. Et je pense que les Gilets jaunes, de manière générale, ne sont pas très sympas avec les médias, parce que 500 000 et autant de choses qui sont passées à la fois dans la presse, à la télé et à la radio, il y a des syndicats qui font... Il faut quand même se souvenir que 4 mois avant, il y avait des cheminots qui ont été en grève pendant 1 mois, et on en a fait beaucoup moins sur les cheminots, mais alors beaucoup moins que sur les Gilets jaunes. En fait, je crois que c'est l'effet de surprise, le fait qu'on se retrouvait face à des gens d'un seul coup qui se soulevaient comme ça, un peu en sautant les corps constitués et autres,
qui nous a surpris et qui nous a amené peut-être à écrire un peu plus, à filmer un peu plus, à tendre un peu plus les micros. Tout ça, je voulais venir sur le fait qu'on n'a pas attendu les gilets jaunes pour se remettre en question. Je pense que la crise de confiance, elle est aiguë aujourd'hui parce qu'elle est mise en lumière par ce conflit-là, mais de manière générale, et en tout cas c'est vrai pour nous, on a essayé de changer un peu notre logiciel et notre mode opératoire. Moi, ça fait 30 ans et quelques que je suis dans la presse écrite, dans le même groupe de presse, et nos comportements, parfois, étaient des comportements un peu fermés. C'est-à-dire qu'on se repliait sur nous-mêmes, on se positionnait un peu comme des sachants, et on va vous expliquer ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, avec ce que vous disiez mes petits camarades tout à l'heure, n'importe qui peut balancer de l'info à n'importe quel moment de la journée. Il faut que ça nous ramène à un peu plus d'humilité. C'est véritablement nécessaire. Et on se rend bien compte, je disais tout à l'heure qu'il y avait énormément de fantasmes vis-à-vis de notre profession. On se rend bien compte que si on n'explique pas, si on ne décortique pas auprès des gens, on n'arrivera pas à éliminer ces fantasmes. Nous, Populaire, on a organisé ces cafés Popu qui permettent justement d'avoir un rapport direct avec nos lecteurs. On a organisé des conférences de rédaction où on a fait venir des lecteurs pour voir comment on construisait la une. On la construisait avec eux-mêmes. On en a fait certaines, on leur disait, voilà la somme d'infos qu'il y a, voilà comment on va les positionner, pour leur montrer la mécanique qui nous occupe tous les jours quand même. On fait venir des jeunes, on fait venir des groupes, jeunes ou pas jeunes, on fait venir des lycéens, des collégiens, mais aussi des adultes qui veulent découvrir ce qu'est notre métier. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Et on est à la solde de personnes. On veut juste, simplement faire notre métier. Et ça nous passionne, vous. Et ça nous passionne. On est dans un métier de passion. Bon, il y a des crises ici ou là, il y a des gilets jaunes, demain ils seront verts ou bleus, peu importe. Ça ne doit pas nous faire dévier. Pascal, je pense qu'on va laisser nos invités pour le mot de la fin. Ah oui. Au moins, nos confrères, vous l'aurez compris, c'est une véritable introspection et ça déchaîne les passions. Mais madame, juste un dernier petit mot. Oui, je voudrais simplement poser une question. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la nécessité, l'urgence même de la nécessité de l'éducation aux médias, chose qui me paraît extrêmement importante. Et je voudrais savoir comment vous la déclinez, ou comment vous pouvez la décliner sur le Limousin, ne serait-ce que sur le Limousin. Je vais me permettre de répondre pour ma part. Je vais vous répondre pour ce qui est du populaire. Cela fait 20 ans à peu près que j'interviens auprès des classes en Haute-Vienne du moins et à Limoges. On a eu plusieurs formules, classe presse, donc accueillie en nos murs sur plusieurs jours. On a travaillé sur des thématiques, donc avec des interventions au milieu scolaire dans tous niveaux confondus, là pour le coup primaire jusqu'au lycée. On est également intervenu auprès d'enseignants qui nous ont sollicité pour avoir quelques outils pour apprendre à leurs élèves à décoder un article, à écrire un article également. On a diverses formules. Alors maintenant, c'est plus sur des ateliers, donc on les accueille. Et puis je continue également à intervenir. Et on accueille aussi pas loin d'une trentaine, voire 40 collégiens dans le cadre de leur stage de découverte qu'ils ont à faire dans leur cursus scolaire, en 4e ou 3e, plutôt en 3e. On les accueille, ils viennent 3 jours, 4 jours au contact de la rédaction et vont sur le terrain avec les journalistes. Et je croise souvent Sébastien qui lui va vous expliquer également ce qu'il fait. Oui, voilà, non, mais on reçoit tous un stagiaire de 3e ou même peut-être un peu plus vieux dans nos rédactions sur quelques jours pour voir comment ça se passe. Mais il y a aussi
parle pour ce que je connais le mieux, ce que je peux faire, des interventions à la fac de droit par exemple, devant des étudiants, mais un atelier aussi avec des lycéens du lycée Saint-Jean et avec des collégiens d'Ozanam pour ma part, où on fait des choses voilà, avec tous ces groupes-là, et on voit des réactions très différentes entre les collégiens, les lycéens et les étudiants. Et juste une petite chose sur les étudiants, où j'ai été très très surpris quand on fait un sondage, qui parmi vous tous écoutez la radio, les infos à la radio, les infos à la télé, ou vous lisez les infos dans un presse, mais vraiment papier, bien souvent sur un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine d'étudiants, il n'y en a pas un seul qui regarde les infos à la télé, ou qui écoute les infos à la radio, ou qui lit les infos. Donc ils les ont par d'autres moyens. Beaucoup ont des applications, voilà, beaucoup ont des applications de médias où le téléphone n'arrête pas de piper quand il y a une info, et ils lisent un article, ils picorent comme ça. Mais écouter un journal, ou regarder un journal, ou lire tout un... Non, ils vont picorer des infos qui vont les intéresser. C'est une nouvelle façon aussi de consommer de l'information. Et juste, pour autant, les étudiants et les lycéens notamment s'intéressent aux médias et sont très investis. Pour participer, nous participons à un jury qui s'appelle Mediatix, qui évalue chaque année en fait les productions, les journaux, soit les blogs, soit les journaux papier d'élèves. Et depuis quelques années, les lycéens, les premières termes de Limousin et de Gay-Lussac et de Renoir se distinguent régulièrement, et il faut reconnaître qu'ils ont une véritable qualité d'écriture, qu'ils ont une analyse incroyable, qu'ils sont très objectifs, qu'ils sont capables d'aller chercher les bonnes sources. Ils font un vrai boulot de journaliste, donc c'est extrêmement rassurant. Je suis tout à fait d'accord sur les étudiants, par exemple, de la fac de droit, qui m'ont épaté, où on les avait mis par groupe de 2 ou de 3, et ils m'ont fait des choses qui sont vraiment très très bonnes. Bon, enfin voilà, oui, c'est pas parce qu'ils lisent pas, enfin voilà, c'est une autre façon de s'informer, une autre façon de... Et donc ça aussi, pour le coup, c'est peut-être aux journalistes et aux différents médias de savoir s'adapter à ces nouvelles envies de consommer de l'info. Sandrine, un petit mot de la fin, parce que... Il y avait encore des questions. Il y avait des questions. Oui. Vous êtes venu dans le cadre des PPP? Oui. Si vous le permettez, Si, allez-y. Précisément une question pour vous. Je suis un peu choquée par rapport à quand on a la météo sur FR3, la météo, on n'a plus personne, on n'a plus de figure, on n'a plus de personne. Et moi ça me choque, mais franchement ça me gêne. Ah, ça c'est leur... Alors, vous n'êtes pas la seule, hein. On a eu beaucoup de messages. Alors je suis un peu gênée pour en parler, puisque ça ne dépend pas de... Vous savez, c'est pas la rédaction, ça dépend des programmes, effectivement. C'était donc incarné, et la décision a été prise de le faire en juste le son. Mais ça s'est décliné partout comme ça, sur la France entière, et je pense que c'est effectivement pour réduire les coûts, puisque une personne devant un écran vert, ce qu'on appelle, puisque c'est un écran virtuel, il faut un caméraman, il faut un éclairagiste. Voilà, donc c'est pour réduire les coûts, et vous le savez, on est en pleine réforme de l'audiovisuel public, et je pense que ça s'inscrit là-dedans. Les autres chaînes, on les voit. Mais en région, de moins en moins. En région, non. Au national, oui, mais en région, non. Je suis vraiment gêné de vous en parler, parce que ça dépend, c'est pas du tout mon service, donc je... Du coup, écoutez la météo à la radio, Jean-Michel, peut-être un petit mot pour clore. Non, mais je trouve que ce genre de soirée est très intéressant, parce que bon, voilà, on sent que ça vous intéresse, on sent que voilà, nous, c'est vrai qu'à la radio, on voit pas souvent les auditeurs, encore que là, cette semaine, ça tombe, enfin, je vais pas faire ma pub après celle de mes petits camarades, mais cette semaine, on a fait venir 4 auditeurs, c'est la première fois. Voilà. 4 auditeurs volontaires qui sont venus voir dès 6 h du matin comment ça marchait, quoi. Parce que la radio, c'est un peu mystérieux quand même. C'est vrai, on ne sait pas trop, nous on se cache, on est pas ça. Et donc ils sont venus et ils sont restés pendant 3 heures, de 6 h à 9 h,
pour voir comment ça marchait, quoi. Qui travaillait, qui faisait quoi, et tout ça. Donc on a fait ça. Et hier après-midi, j'accueillais une vingtaine d'élèves d'Ozanam qui m'avaient demandé de visiter la radio. Donc voilà, on le fait tous, ça. Bon. Mais il faudrait qu'on le fasse, mais le problème c'est on ne peut pas non plus tout faire toute la journée, quoi, parce il faut qu'on bosse un peu, au sens de notre métier, de notre corps de métier, quoi. Mais c'est vrai, et puis bon voilà, et je trouve que ce genre de soirée c'est bien parce qu'on voit que quand même vous avez un intérêt sur ça, et c'est réconfortant pour nous. Voilà. C'est réconfortant de voir un peu des gens qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément d'accord avec nous d'ailleurs, mais qui se posent des questions. Et qui essaie de comprendre ce qui va pas, ce qui va pas, ou ce qui va, ou ce qui peut aller mieux. Voilà. Bonne soirée. Alors pour finir, on va quand même se quitter autour d'un petit verre, hein. On va vous proposer un pot. Et avant de poser le micro, je tenais aussi également à remercier une dame qui nous a gentiment prêté cette décoration, qui s'appelle Carole, qui est installée à Connors, sur la route de Bellac, et qui fait des œuvres très originales avec des bidons. Merci encore.